Par la tentative maladroite de Fulgrim et de ses Emperor's Children de convaincre Ferrus Manus à rejoindre la cause des traîtres, et la fuite de l'Eisenstein échappant à la trahison de Isvan III, l'Imperium avait été mis au courant du complot du maître de guerre bien avant que l'architraître ne soit prêt. Et pour l'esprit sinistre du maître des Iron Hands, c'était une erreur que l'ennemi allait regretter. Les Salamanders, la Raven Guard et les Iron Hands étaient déterminés à y répondre avec une force empathique, tandis que sur la surface de la planète, un ennemi plus puissant que jamais, leurs propres frères, les attendait avec une détermination égale. En quelques minutes, des épées seraient tirées pour de bon contre des frères assermentés, et le sang coulerait non seulement au sein des légions qui avaient trahi, mais par le fait de légions entières de Space Marines contre d'autres jusqu'à leur destruction. Le cataclysme se déchaînerait, et la guerre de l'hérésie d'Horus commencerait vraiment. La décision d'une attaque immédiate et totale contre les positions des traîtres sur la planète a été prise par Ferrus Manus. En tant que chef de guerre principal parmi ses compagnons primarques de la première vague, le maître sombrement meurtri des Iron Hands ne s'est accordé aucun délai d'attente. Certains rapports qui ont survécu font état du fait que le primarque des Iron Hands avait pris note du conseil de prudence de Vulcan, qui était d'attendre le gros des forces loyalistes avant de mener l'attaque, et interpréta les doutes et le silence taciturne de Corax comme étant un accord à ce qui venait d'être dit. Mais il est certain que Ferrus Manus avait rapidement établi des plans pour une invasion immédiate avant même de parvenir au système d'Isvan. La reconnaissance du vaisseau infiltré de la Raven Guard avait été minutieuse, identifiant la grande majorité de l'activité des traîtres sur la planète comme étant limitée à une zone identifiée par les cartographes impériaux comme étant la région d'Urgal, comprenant un large plateau volcanique traversé par une vallée en rapide diminution connue comme la dépression d'Urgal. À la tête de cette dépression, à l'intersection du plateau, s'étendait une chaîne de collines rocheuses où les structures à demi accidentées d'un vaste réseau de forteresses d'origine préhumaine avaient été enregistrées par des cartographes impériaux des décennies auparavant. Ce sont ces ruines, antédiluviennes, que les augures à longue portée du vaisseau de la Raven Guard avaient identifiées comme le lieu de l'activité des traîtres, avec de nouveaux bastions et des tours de défense érigées par les traîtres en utilisant les remparts aliens érodés comme fondation et ces corridors vides depuis longtemps comme des forteresses. Bien qu'elle n'ait pas réussi à briser les défenses de l'ennemi au niveau de la forteresse, la frappe orbitale remplit sa fonction première. Elle occupa l'adversaire et l'empêcha de faire face à ce qui se passa ensuite. Juste après les macro-obus et les explosions d'énergie qui frappèrent Isvan V, les Space Marines arrivèrent. Tout d'abord, des centaines de modules d'atterrissage et de barges d'assaut descendirent, tombant comme une pluie d'acier sur le monde. La cargaison mortelle du Ferrum étant la première à atterrir. Dans cette première vague d'assaut se trouvait Ferrus Manus lui-même, assoiffé du sang de ceux qui avaient trahi leur père. À moitié aveuglé et secoué par le barrage orbital et la tempête de radiation et d'éruptions statiques qui s'ensuivit, les défenses aériennes des traîtres furent lentes à réagir et gravement endommagées. Mais le tsunami d'unités d'assaut qui arrivait était tel que celles qui réussissaient à tirer vers le ciel ne pouvaient pas dans de nombreux cas échouer à trouver une cible, et de nouvelles explosions fleurirent dans la stratosphère. Les traînées striées de débris incinérés en forme de comète évoquèrent la mort de guerriers qui n'atteindraient jamais les sables noirs d'Isvan V vivants. Mais l'acharnement de cette première vague de frappe, ainsi que la précision et le timing avec lequel elle fut exécutée, étaient tels que pour chaque module d'atterrissage ou barge de débarquement détruite dans la descente, une douzaine ou plus atterrirent sur la planète intacte, déversant leur cargaison de Space Marines vers les lignes de défense des traîtres les plus éloignés. Les schémas d'attaque calculés avec précision par la Gorgone les avaient amenés jusqu'au bord des boucliers de la forteresse, et bien en avant de la zone de combat projetée et si soigneusement préparée au pied de la dépression par les traîtres. Alors même que le ciel hurlait sous le poids d'une chute de métal, et que la terre tremblait suite à une centaine d'impacts à l'atterrissage, les Astartes des légions renégates sortirent de leurs tranchées et de leurs bunkers, pour trouver l'ennemi courroucé qui était déjà parmi eux. La bataille fut livrée de très près. Un combat aussi sauvage et impitoyable que durant la Grande Croisade. Frère contre frère, surhumain contre surhumain, sans quartier donné ou demandé. Les bolteurs tonnèrent à bout portant, éclatant la céramite. Les épées tronçonneuses hurlèrent, leurs dents projetant des étincelles sur les plaques d'armure ou mordant profondément
aux coutures des tenues de combat et au niveau des coups, projetant des fontaines de sang. En quelques instants, il était évident qu'il ne s'agirait pas d'une bataille comme celle que les légionnaires Astartes avaient livrée auparavant, car bien qu'elles soient très différentes en tempérament et en tradition, chaque légion était l'égale des autres en termes d'armes et de capacités. Pourtant, même dans ces premières minutes, des centaines de guerriers moururent, et dans le bourbier sanglant qui s'ensuivit, le poids du nombre des loyalistes ne comptait pas, et la victoire ne fut remportée que par les plus sauvages et les plus favorisés par la fortune. L'assaut de l'avant-garde avait fait son travail, et dans les minutes qui suivirent, la force loyaliste profita du répit qu'elle avait obtenu. À mesure que de plus en plus de modules d'atterrissage, des barges et des aéronefs arrivaient, les loyalistes déployèrent la majeure partie des forces des légions de la Ravengard et des Salamanders dans la dépression d'Urgal en ordre de bataille, force composée de dizaines de milliers de Space Marines. Se mettant rapidement en formation pour presser l'attaque, les légions loyalistes avancèrent au combat vers la ligne de front à travers la forêt de modules d'atterrissage déjà vides, leurs armures lourdes et leur artillerie patientant déjà dans le ciel pour se déployer dans leur site d'atterrissage. En moins d'une heure, les deux camps, traîtres et loyalistes, s'étaient pleinement engagés l'un contre l'autre avec une force meurtrière. Les formations d'attaque loyalistes avaient réussi à se former selon le plan pré-bataille de Ferrus Manus. Face à eux, les murs de la forteresse, récemment agrandis, étaient parsemés de douzaines d'emplacements de canons et de meurtrières, de nids d'armement bruyants et de batteries d'armes lourdes, tandis que les renégats étaient dissimulés dans des abris et des revêtements, leurs chars super lourds s'ajoutant à leur propre puissance de feu meurtrière qui accueillait les assauts des loyalistes. De plus, les troupes de l'armée impériale fidèles à leur maître de guerre furent impitoyablement utilisées comme boucliers humains et chair à canon, envoyées depuis les fortifications par centaines vers les canons des loyalistes, où elles moururent sous des rafales de bolters ou furent consumées par des rayons volkites, leur vie dépensée rapidement et pour peu de bénéfices. Attaquant vers le nord en direction de la forteresse, le flanc gauche des loyalistes était composé par les importantes forces de la légion des Salamanders. Ici, la topographie du champ de bataille offrait l'approche la plus régulière vers la forteresse. Mais malgré tout, la plus grande concentration de tranchées creusées en zigzag et de redoutes avait été construite pour bloquer une telle approche. Ces défenses furent à leur tour gardées par des centaines de guerriers de l'amère et tenace Deathguard, et les Salamanders furent forcés de se battre pour chaque pouce de terrain. Au centre de la ligne, là où le feu ennemi était le plus intense, le plus infatigable et le plus bruyant, se trouvait Ferrus Manus. La Gorgone mena un détachement de Terminator du clan Averni, comptant 1 millier de guerriers au début de l'attaque, tandis qu'autour de lui se ralliaient les survivants de l'avant-garde et 6 manipules des automates de bataille de la Légion Iron Hands qui avaient été amenés pour renforcer son avancée. Le primarque écrasa et tua avec ses mains en argent, déchiquetant l'ennemi avec une rage froide et inhumaine contre laquelle même la légionnesse Astartes ne pouvait faire face. Là où la Gorgone frappait, les guerriers des Sons of Horus et des Emperor's Children tombaient devant lui, tandis que le primarque courroucé continuait à avancer. Ces légionnaires vêtus de fer noir le suivaient implacablement à travers une grêle incessante de tirs d'obus, comme s'ils faisaient face à une tempête, abattant ou écrasant tout ce qui se trouvait à portée de tir. Plus près de la forteresse, la résistance ennemie se raidit, et à l'ombre des canons des traîtres, les Iron Hands rencontrèrent pour la première fois les légionnaires des Emperor's Children sur lesquels un changement choquant et cauchemardesque s'était opéré. Leur panoplie de guerre, autrefois parfaite, était maintenant défigurée et dégradée. Des peaux humaines pendaient autour d'eux comme des décorations de carnaval, et sur leur propre chair, ils avaient subi de terribles mutilations, et ils hurlaient d'extase alors même qu'ils étaient mis en pièces ou coupés en morceaux. Parmi eux se trouvaient d'autres Emperor's Children, chacun portant d'étranges armes soniques, dont les notes discordantes pouvaient déchirer le sol et fendre l'air, et tuer même ceux protégés par l'inviolable armure Terminator. Comme si elles sentaient le dangereux élan des loyalistes, les forces renégates se précipitèrent pour contre-attaquer, et les primarques traîtres se rendirent sur le terrain. Sortant de la forteresse, Angron, assoiffé de sang et rugissant comme une bête d'un âge perdu et terrible, mena une charge qui frappa le front loyaliste comme un coup de marteau, repoussant les Iron Hands au centre et la Ravengard sur le flanc droit, les forçant ainsi à s'éloigner. Il se jeta ensuite sur la Ravengard avec ses World Eaters pour un grand massacre, ces Terminators se déchaînant librement avec de grandes haches tronçonneuses dans leurs mains à travers le chaos sans se soucier de qui ils tuaient, amis ou ennemis. Sur le flanc gauche, de grands nuages ou un brouillard empoisonné balayèrent les tranchées, dissolvant la chair à travers la moindre brèche dans les armures énergétiques. Et la venue de Mortarion, le faucheur, fut annoncée par les cris étouffés provoqués par des morts hideuses. À la fin de la 3e heure de la bataille, le simple poids de l'attrition avait commencé à séparer les deux belligérants. Les pertes des deux côtés étaient épouvantables, peut-être jusqu'à 40% d'après certaines estimations de mi-bataille, alors que les canons lourds des loyalistes qui n'avaient pas été attaqués déversaient un torrent de feu continu. Même Mortarion et Angron avaient été repoussés,
De même, les Salamanders et la Raven Guard avaient commencé à se replier du front pour se reformer et se réarmer, ayant dépensé toutes leurs munitions dans la féroce bataille. Seuls Ferrus Manus et les restes de ses Iron Hands ne se retiraient pas, ne cédant pas un pouce de terrain pour lequel lui et sa légion avaient tant saigné. L'ampleur du massacre était inimaginable, et les tactiques n'avaient plus aucun sens. Le pouvoir suffisant pour conquérir des systèmes stellaires entiers avait été libéré dans un espace d'à peine 20 km de largeur, et tout avait été détruit, ne laissant que débris et ruines sanglantes dans son sillage. Les loyalistes avaient sécurisé leur zone de débarquement et fait de grandes entailles dans les lignes de défense des traîtres. Ils avaient chassé l'ennemi des collines environnantes et empêché la Légio Mortis d'attaquer par les flancs, mais ils n'avaient pas atteint leur objectif stratégique. La forteresse tenait toujours. L'ennemi était toujours retranché, et ses canons n'avaient pas été réduits au silence. Des formes étranges prenaient aussi leur place parmi les lignes des traîtres, des machines de guerre d'origine inconnue, sombres et enveloppées d'un voile mystérieux, des êtres biscornus portant des haillons en lambeaux, des guerriers dans des armures énergétiques portant les couleurs des légions renégates, mais avec des plaques de guerre avec des pointes ornées de trophées ensanglantés, les rendant aussi étrangers qu'un ennemi de la Grande Croisade. La bataille était suspendue sur le fil d'un rasoir, car chaque guerrier savait que la mort l'attendait, insensible et certaine, car ici les demi-dieux marchaient comme des anges exterminateurs, et la fureur de tous les arts sanglants de l'humanité se déchaînait. Tout le monde savait, aussi inimaginable que le carnage ait déjà été, que le pire était encore à venir avant la fin. Et puis, les renforts arrivèrent.